Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Ce webinaire, il est particulièrement dédié aux typologies agronomiques de sol type terre. Je suis Laure Soucé-Marie Aladin. Moi, je suis chargée de mission Inter-Institut Agropédologie à l'ACTA. Et je participe également à la co-animation du réseau mixte technologique Sol et Territoire avec la CRAGE et puis INRAE. Et puis, au sein du RMT Sol et Territoire, je suis également co-animatrice de l'axe dédié au type terre. L'objet de cette intervention, elle est d'abord de vous présenter les typologies agronomiques de sol type terre, également les outils qui peuvent y être associés, et pour vous montrer dans quelle mesure ces typologies peuvent être intéressantes ou non, parce qu'il y a peut-être des cas d'usage où ce n'est pas finalement les typologies type terre dont vous aurez besoin pour mobiliser dans le cadre de vos activités. La présentation va se faire en 5 étapes. La première, ça va être pour vous faire un petit rappel sur la méthodologie type terre et comment ces typologies sont construites. J'aurai un deuxième point rapide sur l'état d'avancement des typologies aujourd'hui et les modalités d'accès. On fera ensuite un point sur les outils qui ont été développés dans le cadre du projet ID Type Terre. Et puis, on finira par une présentation d'une typologie complémentaire qui est la base Solar Arvalis et les possibilités d'harmonisation, notamment avec les types Terre. Et puis, un petit point de conclusion avec les perspectives. Je vais commencer tout d'abord par une présentation générale des typologies agronomiques de sol type terre et un rappel sur la méthodologie, sur la manière dont elles sont construites. On sait que pour réussir la transition agroécologique, on a besoin d'une meilleure prise en compte des sols dans le conseil agronomique. Et dans ce cadre, l'identification d'un type de sol peut être nécessaire dans de nombreuses actions de conseil pour différents types d'utilisateurs. Donc, ça peut être pour les conseillers ou les agriculteurs directement sur le terrain, également au laboratoire pour contextualiser une analyse de terre, ou dans le cadre d'outils d'aide à la décision et de modèles agronomiques qui sont sol dépendants. Spécifiquement dans le cadre de l'utilisation d'outils d'aide à la décision sol dépendant, on constate que c'est complexe pour les utilisateurs de choisir le bon sol parce que en fait, chaque outil va utiliser une typologie qui lui est propre, qui n'est pas toujours exhaustive non plus. Et puis surtout, il n'y a pas nécessairement de correspondance entre les outils sur un même territoire. Donc les utilisateurs, ils vont avoir un certain nombre de besoins en ce qui concerne donc, les typologies de sol. Il faut qu'elles soient simples. Idéalement, il faudrait qu'elles soient harmonisées, utilisables à différentes échelles. Et puis, on sait qu'au regard de ces besoins, on a des données sols qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire, qui sont les données issues de la cartographie systématique des sols avec les référentiels régionaux pédologiques. Dans le cas des référentiels régionaux pédologiques, on a des types de sols qui sont normalisés, qui sont localisés et puis qui sont représentatifs des territoires cartographiés. Mais ces données sols, elles sont difficilement utilisables directement par les utilisateurs parce qu'elles utilisent notamment du vocabulaire expert. Et donc l'objectif des types terres, ça va être de pouvoir réconcilier ces données disponibles d'une part avec les besoins des utilisateurs. Avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter très succinctement les données sols qui sont à la base des types terres. Ce sont ces données issues de la cartographie systématique du territoire à l'échelle du 250 millième, qu'on appelle aussi donc, les référentiels régionaux pédologiques. Ces référentiels régionaux pédologiques, ils sont finalisés sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Il reste actuellement le département de la Haute-Loire et pour la Corse des données à valider. Pour ceux qui les connaissent, c'est l'information que vous pouvez notamment consulter sur le géoportail de manière un peu dégradée. Ces référentiels régionaux pédologiques, ils vont permettre de spatialiser les sols pour répondre à des enjeux qui sont soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un premier point. Concrètement, comment est-ce qu'on va construire une typologie type terre? Alors, tout d'abord, un petit point
de contexte, c'est qu'il existe un guide méthodologique qui est proposé aux producteurs de type terre pour les accompagner dans les différentes phases de la construction, donc qui leur donne des éléments d'harmonisation en quelque sorte pour s'assurer que les typologies qui sont préparées sur le territoire national sont toutes relativement comparables. Et puis dans la pratique, en fait, on va partir des types de sols, des unités typologiques des RRP qu'on va agréger de manière successive au cours de dialogues entre les agronomes et les pédologues pour arriver à des groupes de sols qui sont relativement homogènes d'un point de vue agronomique. Donc, c'est ce qu'on va appeler les unités type terre. Donc, dans les faits, on va passer ainsi de 100 à 150 à 300 types de sols qui peuvent être présents dans les référentiels régionaux pédologiques à une trentaine, à une cinquantaine d'unités type terre à l'échelle départementale. Donc, on diminue le nombre des possibles de manière relativement importante. Et puis, donc, ces unités type terre ou UTT, elles sont nommées de manière simple, donc en suivant des règles de nomenclature telles que présentées sur la diapositive. Et puis, elles vont également disposer de variables pédologiques associées. Donc, c'est celle que vous voyez dans le tableau en bleu ci-dessous, là, qui présente des éléments sur la texture des sols, matière organique, pH, etc. Et ces variables, elles vont permettre d'alimenter le conseil agronomique. Donc, au-delà de ce tableau de données, on peut également avoir une clé de détermination et des fiches synthétiques qui peuvent être élaborées pour compléter les typologies agronomiques. Donc, je reviendrai sur ces aspects-là un peu plus tard dans la présentation. Donc, je voulais juste voilà, vous dire, j'ai utilisé le terme UTT de manière assez importante dans le reste des diapositives. Donc, quand je parle d'une unité type terre, je parle d'un type de sol type terre. Et donc, ces UTT, elles sont composées de plusieurs couches qui vont décrire les sols. Donc, en conclusion, les typologies type terre, elles vont permettre de répondre à des besoins essentiels pour le conseil agronomique et elles vont se permettre de servir de référence sur les sols et permettre des échanges entre différents types d'acteurs. Donc, je voulais profiter de cette diapositive pour faire un point qui, visiblement, est source de confusion. Et vous rappeler que si vous souhaitez une information qui est spatialisée sur les sols, il va vous falloir une carte. Il n'y a pas de, il n'y a pas de moyen de couper à ça. Si vous voulez une représentation spatiale, il vous faut une cartographie des sols. Donc cette cartographie, elle dépendra de l'échelle de la taille de votre secteur d'étude. C'est un autre sujet. Ici, on parle de typologie. Donc une typologie, elle n'a pas nécessairement vocation à être spatialisée. Je dirais même que par définition, elle n'a pas vocation à être spatialisée du tout. L'idée, ça va être de répondre à des besoins pour caractériser un sol de manière ponctuelle, donc, notamment dans le cadre d'actions de conseil, et répondre donc à des enjeux agronomiques pour ce qui concerne les types terres. Ça peut être d'autres enjeux selon le type de typologie de sol dont on discute. Mais voilà, l'idée des types terres, c'est absolument pas de spatialiser les sols. Je voulais juste que ce soit clair ici, avant de continuer. Donc, ça, c'est une première chose sur la spatialisation, mais il y a également d'autres limites au type terre qu'il ne faut pas ignorer. Donc, je vous l'ai dit, l'idée, c'est de s'appuyer sur des données les plus exhaustives possibles, notamment en mobilisant donc, les référentiels régionaux pédologiques. Pour autant, la précision et la représentativité des variables qui sont présentes dans les unités type terre, elle va pouvoir varier dans le sens où tous les référentiels régionaux pédologiques ne sont pas égaux. Il y en a certains qui sont relativement anciens, donc, dont certaines voilà, données sont moins nécessairement à jour. Et puis, il y a certains territoires où on a des données manquantes également. Donc, tout ça, ça aura un effet sur la qualité des typologies type terre qui peuvent être produites par la suite. Donc, également, dans un souci de limiter le nombre d'unités type terre qui vont être présentes sur un territoire, il y a parfois des regroupements de types de sols, des référentiels régionaux pédologiques qui sont un peu poussifs et donc on a des regroupements de sols qui ne sont pas tout à fait homogènes d'un point de vue du conseil agronomique. Donc ça va dépendre de la qualité et du nombre d'interactions qu'il y a eu notamment entre les agronomes et les pédologues durant l'agrégation.
Donc ça, c'est aussi une limite qu'il faut avoir en tête. Et puis enfin, le fait est que le guide méthodologique qui est mis à disposition des producteurs de type terre, c'est une recommandation. Et donc, il n'y a pas de contrôle qualité qui est effectué par le RMT sur les territoires, sur les typologies qui sont produites. Donc voilà, on donne des consignes, on espère qu'elles sont respectées, mais malheureusement, on n'est pas capable de contrôler ce qui est fait. Alors, je vais maintenant vous parler plutôt de la disponibilité, en tout cas l'état d'avancement des typologies à l'échelle nationale, et puis également les modalités d'accès. Donc, c'est également une autre limite des types terres que leur disponibilité, puisque actuellement, même si elles sont relativement disponibles sur la partie nord de la France, à l'exception de 3 départements en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de typologie finalisée sur la moitié sud. Alors cependant, là, vous les voyez en jaune. Il y a 3 départements qui sont quasiment finalisés pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils vont pouvoir compléter ces typologies. Et puis, quand on regarde du côté des DROM, dans le cadre d'un projet CASDAR, donc c'est Fertidom, il y a des typologies qui ont été... Donc, actuellement, il y a une typologie sur La Réunion et des typologies qui sont en cours de développement pour les Antilles. Donc, on reviendra sur la disponibilité de futures typologies à la fin de la présentation dans les perspectives, puisque vous verrez que le développement des typologies continue. Alors, pour ce qui concerne les modalités d'accès, donc l'ambition, c'était bien de rendre ces typologies accessibles à tous. Donc, à terme, via le site internet du RMT Sol et Territoire, avec un espace de téléchargement qui est d'ores et déjà existant. Là, je vous ai mis l'URL sur la diapositive. Mais pour l'instant, il y a seulement donc, le type terre Alsace et Centre-Ouest qui sont disponibles. Pour autant, donc, il y a des travaux qui sont en cours, quasiment finalisés, sur l'actualisation de la licence d'utilisation des types terre. Donc, on espère qu'une fois que cette actualisation sera finalisée, ça nous permettra de franchir le cap et de mettre à disposition l'ensemble des types terres que je vous ai présentés sur la diapo précédente, là, sur la carte, et notamment en commençant par les types terres du Grand Est et Hauts-de-France, pour lesquels on a déjà plus ou moins récupéré les fichiers. Donc, je vais maintenant vous présenter les nouveautés qui ont été apportées avec le projet ID Type Terre et notamment du développement d'outils informatiques. Alors, pour contexte, le projet ID Type Terre, c'était un projet CASDAR qui a pris fin en 2024. Donc, il était issu du RMT sur les territoires et également soutenu par le RMT Bouclage. Et donc, sa finalité, c'était de pouvoir accompagner les concepteurs et les utilisateurs d'outils d'aide à la décision et modèles sol-dépendants avec pour objectif d'améliorer la performance du conseil agronomique. Donc, il s'est appuyé sur un partenariat diversifié que je ne vais pas vous détailler ici. Mais donc, le projet, il a été monté sur la base du constat que la bonne performance des outils et des modèles, elle dépend au premier ordre du choix du sol qui est fait dans la liste de l'outil utilisé, quoi. Et donc, cette liste, elle n'est pas toujours compréhensible, elle n'est pas toujours exhaustive. Et donc, l'utilisateur, il choisit assez souvent, malheureusement, un peu au hasard. Et donc, l'idée, c'était de voir si en s'appuyant sur les typologies type terre et en produisant des outils qui permettent d'accompagner l'utilisateur dans le choix du bon type terre, on arrivait à améliorer le conseil agronomique. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu le tri dans les sorties principales du projet sur des outils ou en tout cas des livrables qui pourraient être utiles dans les instituts. Alors tout d'abord, le fait que dans le cadre du projet, on a essayé d'avancer sur le calcul de variables secondaires. Donc c'est des données qui n'étaient pas nécessairement a priori disponibles dans les types terres, mais qui sont souvent des données d'entrée indispensables aux outils d'aide à la décision. Donc il y a notamment eu du travail sur de la de la sélection de fonctions de pédotransfert pour calculer ces variables. Donc,
Il y a un article qui devrait paraître sur l'argile vraie, la masse volumique apparente, et puis donc il y a déjà des choses qui ont été valorisées sur le réservoir en eau utilisable. Donc le projet a également permis d'avancer sur d'autres aspects, et notamment il y a eu des tests d'intégration des types terres réalisés dans plusieurs outils et modèles. Également, un outil nomade qui permet d'aider au choix de l'unité type terre, donc qui a été développé dans le cadre du projet, et puis donc la génération automatique de fiches synthétiques des unités type terre. Également des aspects centralisation de la disponibilité des différents fichiers type terre disponibles. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais d'abord vous présenter les outils informatiques et puis donc ces fameuses fiches synthétiques. Et puis rapidement, on reviendra sur quelques résultats des tests d'intégration dans les outils. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, il existe un certain nombre de ressources que vous pouvez mobiliser. Tout d'abord, il y a des pages dédiées au projet sur les sites internet des RMT bouclage et sol et territoire. Il y a également l'ensemble des livrables qui sont disponibles sur la plateforme RD Agri. Et puis donc sur la page internet, sur une des pages dédiées du site internet ACTA, vous pouvez retrouver les vidéos et les présentations qui ont été faites lors de la réunion de clôture si vous voulez rentrer plus dans les détails. Je vais y aller de manière un peu succincte là, pour la présentation de ce matin. Et donc, dans le cadre du projet, donc, on souhaitait développer un outil qui permette d'accompagner l'utilisateur dans le choix de la bonne unité type terre, donc celle qui correspond au mieux au sol de la parcelle qu'il veut décrire. Et donc, pour cela, les typologies type terre, donc les fichiers UTT, sont associés à des clés de détermination. Donc, ces clés de détermination, en fait, ce sont des arbres de décision qui, à partir de questions simples, vont permettre d'aboutir à un type de sol unique, donc une UTT. Et donc, je vous ai mis ici l'exemple d'une clé de détermination pour la typologie type terre des Deux-Sèvres. Donc, on se trouve ici avec des clés de détermination dont l'entrée géographique est la région naturelle. Donc, vous avez sur la partie droite de la diapo ici la clé de détermination pour la plaine de Niort et le Pays Mélois. Et donc, cette clé géographique, cette entrée géographique, elle peut être donc basée ici sur les régions naturelles, également sur les petites régions agricoles, ou éventuellement même se baser sur l'ensemble du département selon les territoires. Donc, les clés de détermination, elles sont ensuite, l'idée c'est qu'elles puissent être consultables sur le terrain via donc un outil nomade qui a été amélioré dans le cadre du projet pour accompagner l'utilisateur dans le choix de la bonne unité type terre. Donc, j'ai une petite vidéo ici à vous partager. Donc, je vais lancer voilà, la vidéo. Donc, la première chose à faire, hein, c'est de se situer géographiquement dans le territoire. Donc, bon, là, faites pas trop attention au texte qui est présenté. C'était pour une version de test. Donc, l'utilisateur peut choisir directement l'unité type terre s'il la connaît. Et s'il ne la connaît pas, il va pouvoir ici lancer l'outil d'aide au choix. Attendez, hop, voilà. Ici, il peut choisir, soit il lance l'outil d'aide au choix. Hop, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, vous voyez ici, on se retrouve dans la bonne entrée géographique. Et donc, voilà, l'utilisateur va répondre à différentes questions qui vont lui permettre d'avancer dans l'arbre de décision. Donc, ici, comme je vous le disais, c'était une version préliminaire hein, de l'outil. Donc, l'idée, c'est que l'utilisateur, à chacune des questions, il puisse mobiliser cette aide au choix, donc, qui lui permet d'apporter des éléments soit sur la formulation de la question, soit sur les réponses disponibles. Et donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des documents PDF, mais l'idée, c'est que voilà, on accompagne l'utilisateur à chacune des branches de l'arbre de décision pour l'aider à répondre aux différentes questions.
Voilà. Alors, je vais essayer de relancer la vidéo. Non, ça repart du début. Hop, on va se remettre là. Donc voilà, on arrive. Et donc, vous voyez, quand il a fini par répondre à un certain nombre de questions, l'utilisateur arrive sur une proposition unique d'unité type terre. Donc, il peut valider son choix. Il peut recommencer l'arbre de décision si jamais il a un doute. Ou il peut consulter une fiche de synthèse hein, pour valider l'unité sur laquelle il a abouti. Donc, c'est cette fiche synthétique que je vais vous présenter maintenant. Donc, ici, vous avez le cas pour une unité type terre dans le type terre Isère. Donc, vous avez ici une représentation des endroits du département où cette unité type terre est susceptible d'apparaître. Et puis également pour des variables, enfin, un résumé des variables descriptives. Donc ici, vous avez une organisation en deux couches successives, la couche de surface sur la colonne de gauche, la couche profondeur pour la colonne à droite ici, et donc un ensemble de paramètres descriptifs qui permettent à l'utilisateur de se dire oui ou non, c'est le type de sol sur lequel enfin, dont je dispose sur ma parcelle, pour la validation du choix. Donc ça, c'est la partie plus développement d'outils. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats des tests d'intégration des types terres dans les outils d'aide à la décision, en m'appuyant sur le cas du modèle sol dépendant CHN. Donc, je ne vais pas vous présenter en détail CHN, hein. En résumé, c'est un modèle mécaniste qui a été développé par Arvalis et qui va simuler donc, les flux d'eau, les flux d'azote, croissance et développement des plantes. Ceci donc à pas de temps journalier et à l'échelle de la parcelle. Donc, ce qui est important ici, c'est que dans le cadre des tests que nous avons effectués, on a fait varier en données d'entrée donc les données sols, donc en utilisant soit les sols, on va dire conventionnels pour l'outil CHN, qui sont les sols bas-sol, soit donc les unités type terre. Et puis en variable de sortie, on s'est concentré essentiellement sur la biomasse et l'azote absorbé, qui sont des variables d'intérêt qui permettent enfin, voilà, de visualiser tout ce qui est macro-pilotage. Donc avant de rentrer dans le détail des tests effectués, je voulais vous présenter quelques informations hein, relatives au modèle et aux données d'entrée qui sont essentielles pour aboutir à du conseil. Donc ce sont les variables ici que vous voyez dans la colonne de gauche. Dans cette colonne intermédiaire, vous avez si elles sont présentes ou non dans les unités type terre telles qu'on a pu les mobiliser dans le cadre du projet. Donc vous voyez que pour certaines variables, on n'avait pas nécessairement la variable présente. Et donc, ben voilà, la dernière colonne vous explique un petit peu comment est-ce qu'on a géré ces problèmes de complétude de la base. Et donc, généralement, ben, c'était en mobilisant les données qui étaient présentes dans la base sol Arvalis. Donc, un point important, c'est que les fichiers des unités type terre qui nous ont été transmis par les différents producteurs de type terre avaient des formats relativement contrastés, donc avec un ordre des variables qui n'était pas le même, des unités qui n'étaient pas nécessairement les mêmes non plus. Des données manquantes en termes de variables pour certains types terres. Donc, ce test, il a mis en évidence le besoin d'harmonisation donc à l'échelle nationale. Et donc, ça a été une des sorties hein, du projet de proposer un canevas à l'ensemble des producteurs de type terre pour avoir une présentation des fichiers des unités type terre qui soit harmonisée pour l'ensemble des typologies. Donc, un autre point d'attention pour ce test, c'est que donc, il y a des incertitudes qui peuvent être associées notamment aux données carbone organique et azote total qui sont possiblement importantes, hein, puisque ce sont deux variables qui sont sensibles aux pratiques. Et donc, sachant que les types terres, ce sont des données issues des référentiels régionaux pédologiques, dont je vous l'ai dit, pour certains qui étaient relativement anciens, voilà, ces données-là ne sont pas nécessairement les données les plus fiables dans le cas
des types terres. Donc, c'est un point d'attention qu'il faut avoir. Donc, pour les correspondances entre les sols bas-sol et les unités type terre, il y a plusieurs des types de règles de décision qui ont été appliquées. Donc ici, je vous présente la diapositive de synthèse pour les tests réalisés avec les trois outils, hein. Donc, je vais me concentrer sur CHN, mais il y a eu des tests avec Azofert et puis NPRN. Donc tout d'abord, donc il y a certaines variables qui ont été priorisées pour les correspondances, notamment la texture de la couche de surface, le pH ou la teneur en carbonate de calcium. Dans le cadre de CHN, notamment également la profondeur de sol. Et puis, un point important également, le fait est que ces correspondances, elles ont été rarement parfaites. Donc, assez souvent, un sol bas-sol correspondait à plusieurs unités type terre, mais également il y a eu certains cas où une unité type terre pouvait avoir plusieurs sols type correspondants. Donc, un autre point d'attention, c'est le fait que la réalisation de ces correspondances demande une expertise qui est assez importante, et puis c'est un travail qui est aussi chronophage. Donc, ça a eu une influence, hein, sur les conclusions qu'on a fait à l'issue de ces tests. Donc, très rapidement, là, je vous ai présenté les tests tels qu'ils ont été réalisés pour Azofert et NPRN. Donc, c'était à l'échelle du Loiret pour Azofert et puis de l'Indre-et-Loire pour NPRN. Mais je n'irai pas plus loin pour ces deux tests. Je vais me concentrer sur ce qui a été fait avec CHN. Donc, il y a eu des tests avec des cas types qui ont permis une analyse de sensibilité et puis des cas réels, et c'est ce cas-là que je vais vous présenter juste après, qui avait pour objectif d'évaluer la performance de CHN lorsqu'on utilisait deux typologies en entrée. Et donc, avec CHN, hein, l'objectif, c'était de pouvoir couvrir la diversité pédoclimatique la plus grande possible, donc essayer de mobiliser des types terres là où ils étaient disponibles. Donc, dans le cadre de cette présentation, comme je l'ai dit, je vais me concentrer sur les cas réels. Donc, l'objectif, c'était d'évaluer la précision des estimations de CHN en utilisant donc, comme données d'entrée soit le sol bas-sol Arvalis, soit les données issues des types terres. Donc, on s'est appuyé sur 45 essais qui étaient répartis sur 15 départements, donc sur une période entre 2017 et 2021. Et donc, on avait, dans le cadre de ce test, 31 types bas-sol qui correspondaient à 38 unités type terre. Donc, c'est ce que je vous ai dit juste avant, on n'avait pas des correspondances 1-1 dans tous les cas. Et donc, on va comparer ici les valeurs qui sont estimées par CHN, donc c'est les données que vous aurez en ordonnées, avec les valeurs qui sont mesurées sur le terrain. Donc, c'est les valeurs en abscisse pour les 4 graphes présents sur cette diapositive. Et donc, sur la droite, vous avez en données d'entrée les données de la base sol. Et puis sur la gauche, en données d'entrée, les données des unités type terre. Et puis en termes de variables de sortie, donc sur les deux graphes du haut, c'est la biomasse estimée, et sur les deux graphes du bas, l'azote absorbé. Donc on constate que quelles que soient les données d'entrée, donc base sol ou type terre, on a des situations où l'écart de prédiction est important, hein. Ça va être, par exemple, ces données-là entourées en vert. Avec les types terres, donc ici particulièrement pour le cas de la biomasse, on voit qu'il y a des cas où cette biomasse, elle décroche. Donc quand on a regardé un peu les données concernées, c'était des cas où les unités type terre avaient des réservoirs utilisables qui étaient relativement faibles par rapport à ce que donnaient enfin, ce qu'on pouvait trouver pour les sols de bas sol. Et en général, on voit que les résultats d'évaluation du modèle sont comparables qu'on utilise les sols bas-sol ou les données type terre en entrée. Donc, il y a, pour l'ensemble des données, on a un biais négatif pour la biomasse estimée.
et un RMSE qui est autour de 1,8 tonnes par hectare pour la biomasse, et pour l'azote absorbé, on est autour de 40 kilos d'azote par hectare. Donc, sur la base de ces résultats, on a fait un certain nombre de recommandations, hein, pour l'intégration des typologies type terre dans des modèles de conseil agronomique. Donc les premières conclusions, hein, c'est que donc c'est un travail qui est conséquent, je vous l'ai dit, pour ces correspondances, que voilà, pour les outils qui sont à portée nationale, il y a pour l'instant un intérêt qui est relativement limité, parce que, comme je vous l'ai dit, les types terres ne sont pas disponibles partout sur le territoire. Euh, Quand une typologie existe, bah, il y a ce travail de correspondance qui est compliqué et qui demande d'assurer à la fois que les données d'entrée sont complètes et puis cohérentes, hein, donc que les types terres contiennent toutes les données d'entrée des modèles qui peuvent être mobilisés. Également un travail de communication qui peut être assez conséquent à prévoir pour les utilisateurs des utilisateurs historiques qui ont l'habitude, hein, de mobiliser un certain cas de type de sol. Et donc, si jamais ça venait à changer, il faudrait pouvoir les accompagner dans ce cadre-là. Et puis, pour les régions où il y a une typologie existante, ben, l'idée, c'est effectivement de pouvoir développer ces clés de détermination, puisqu'on se rend compte que c'est cet accompagnement de l'utilisateur, hein, qui permet de faciliter le choix du type terre le plus approprié, et donc d'améliorer le conseil en conséquence. Donc voilà, je vous ai mis le lien vers le document complet. Et donc, je voulais vous parler maintenant brièvement enfin, je vous ai parlé brièvement des sols de la bassole. Je voulais vous présenter un peu plus en détail cette autre typologie, hein, qui est mobilisable notamment par les instituts techniques. Euh, et donc, je vais vous proposer en fait un peu une comparaison entre les types terres et les sols de la bassole Avalis, et puis essayer de voir dans quelles circonstances l'usage est plus recommandé pour l'une ou l'autre de ces typologies. Donc, quelques infos sur le contexte en fait de création de la bassole. Donc, il y avait un besoin de données sol qui était relativement important au sein d'Arvalis pour divers objectifs, que ce soit pour alimenter les outils d'aide à la décision, la caractérisation de sites d'expérimentation. Et en l'absence de données facilement accessibles, ben, Arvalis a décidé de créer en fait une base Sol qui a été développée sous Access, mais donc qui dispose également d'une interface Excel pour faciliter son accès. Donc cette base Sol, elle contient actuellement 533 sols types. Donc je parle de sols types au sens où ce sont des profils fictifs en fait qui correspondent à une synthèse à dire d'experts à partir de données existantes. Donc l'idée, c'est de partir maximum des données disponibles et puis de créer un type de sol qui serait un type de sol moyen. Et donc, avec une autre contrainte qui était également de ne pas dépasser 20 à 30 types de sols par région, donc en se plaçant sur les 22 anciennes régions. Et donc, évidemment, un focus sur les sols qui sont mobilisés le plus en contexte de grande culture pour répondre aux besoins de l'Institut. Donc la base sol, elle sert également à stocker des informations de profils de sol qui ont été décrits sur les sites expérimentaux. Donc on parle ici de sols réels, donc, qui sont effectivement des profils de sol décrits. Et donc sur cette carte, vous avez pour chacune des anciennes régions le nombre de sols types présents dans la base sol, ainsi que le nombre de sols réels. Donc, c'est les nombres en bleu ici. Donc, une des particularités de la base sol, hein, c'est l'intégration parfaite avec un certain nombre d'outils d'aide à la décision et de modèles qui sont internes à Arvalis. Mais il y a également une valorisation externe avec des utilisations, notamment dans des outils, enfin, des modèles tels que des modèles INRAE, et puis également par le laboratoire Auréa.
Donc, la typologie base-sol, elle est antérieure au type terre, mais la philosophie de construction est assez similaire. Donc, ici, vous retrouvez les 6 critères qui permettent d'identifier le sol dans la base-sol. Donc, il y a 5 critères sol qui sont déterminants. Et donc, vous retrouvez ici, donc avec le calcaire, la pierrosité, la texture, la profondeur du sol, l'hydromorphie, et puis des informations sur le matériau parental qui ne ressortent pas ici dans le tableau. Et donc, ça vous permet en fait d'avoir un code, ce qu'on appelle le code base-sol, donc qui reprend d'abord la région dans laquelle se situe le sol type. Et puis ensuite, donc, pour chacun des critères de sol, vous avez une valeur qui est associée. Donc ici, pour le calcaire, c'est 5, donc ce qui vous indique que le sol est calcaire. Donc voilà un petit peu pour le code sol. Pour ce qui est du contenu de la base sol spécifiquement, donc vous avez pour chaque type de sol 137 variables qui sont renseignées, donc une partie des variables qui est directement issue de la bibliographie. Et puis pour d'autres, Arvalis a mobilisé un certain nombre de fonctions de pédotransfert qui permettent d'estimer en fait des données d'entrée qui vont être indispensables, notamment au fonctionnement de certains outils et modèles sol dépendants. Et donc, je vous ai listé ici un certain nombre des fonctions qui sont mobilisées avec leurs sources. Et donc, ça veut dire que quand on va modifier certaines variables dans la base sol, ça entraîne un recalcul pour d'autres variables. Notamment, je vous ai mis ici le cas de la granulométrie qui, quand on la modifie, va entraîner un recalcul pour le réservoir utilisable. Donc, il y a un certain nombre de données qui vont être disponibles à l'échelle du profil de sol. Donc, je ne vais pas tout vous lire ce qui est écrit sur cette diapo, mais vous pouvez revenir dessus si vous êtes intéressé. Donc là, c'est plutôt des éléments de contextualisation hein, du sol, où est-ce qu'on le retrouve dans le paysage, etc. Donc ça, c'est un exemple d'extrait de la fiche sol, donc avec ses caractéristiques un peu générales. Vous retrouvez notamment ici le code sol que je vous ai présenté juste avant. Et puis, il y a des nombreuses variables que vous allez pouvoir retrouver cette fois-ci à l'échelle de l'horizon. Donc, même chose, je ne vais pas vous détailler. Hein, vous voyez qu'il y a des éléments de variables pédologiques assez classiques. Et donc, ça va permettre de décrire notamment les propriétés agronomiques des sols. Donc, même chose au format de la fiche, un extrait des variables que vous pouvez trouver pour les différents horizons. Donc, voilà, c'était une présentation un peu rapide de la base sol. Donc, il y a une convention Arvalis-ACTA qui existe dans le cadre de la mission agropédologie qui donne un accès préférentiel à la base sol pour les instituts qui sont partenaires. Et puis, pour la partie utilisation commerciale, là, il faut conventionner directement avec Arvalis et je vous ai mis le contact de Romain Scheller sur cette diapo. Donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ces deux typologies de sol, hein, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on les compare. Donc tout d'abord, je voulais faire un peu une synthèse sur les points communs. Hein. Vous l'avez vu, ce sont deux typologies de sol qui ont une visée agronomique. Hein. L'idée c'est de pouvoir faire du conseil derrière. Une nomenclature qui se base sur des variables caractéristiques qui sont relativement similaires. Hein. Voilà, ce n'est pas tout à fait le même ordre, mais les mêmes variables se retrouvent hein, au point de vue de la texture, de la présence ou non de carbonate de calcium, des éléments grossiers, de la profondeur, etc. Donc, elles ont également, hein, pour autant, un certain nombre de différences, notamment si on regarde par rapport aux besoins en termes de données d'entrée des outils d'aide à la décision. Hein. Dans le cadre de la base sol, vous avez des données, enfin, un grand nombre de variables disponibles, des données qui sont adaptées aux outils d'aide à la décision et modèles proposés par Arvalis, et puis qui vous donnent des informations sur les principaux sols qui sont utilisés en grande culture. Pour les types terres,
là, c'est de l'agrégation de sols réels observés, puisqu'on se base sur les données des référentiels régionaux pédologiques, avec le problème possible que vous avez parfois des données possiblement incomplètes, des données d'entrée qui ne sont pas toujours adaptées hein, aux outils et modèles euh, qui peuvent être utilisés pour le conseil, mais une diversité des sols qui est plus exhaustive et qui n'est pas limitée, surtout au contexte de grandes cultures. Dans le cas de la Bassol, il y a un seul gestionnaire, hein, c'est Arvalis, donc un format de données homogène. Pour les types terres, voilà, il y a différents producteurs, donc plusieurs gestionnaires, des variations dans le format des fichiers des unités type terre, mais comme je vous l'ai dit, dans le cadre du projet ID type terre, c'est quelque chose qu'on a essayé de résoudre, et donc on espère que désormais, ce format-là, il sera un peu plus homogène. En termes d'échelle, donc les données sont disponibles pour la Bassol au niveau des anciennes régions. Pour les types terres, donc c'est agrégé souvent soit à l'échelle du département, soit à l'échelle de l'ancienne région, hein, sur l'emprise d'études des référentiels régionaux pédologiques. En termes de spatialisation, donc la Bassol n'est pas du tout spatialisée. Pour les types terres, je vous l'ai dit, c'est une typologie des sols, donc l'enjeu n'est pas de spatialiser. Pour autant, comme c'est basé sur les référentiels régionaux pédologiques, vous avez possiblement une probabilité de présence dans certaines parties du territoire, basées sur les unités cartographiques de sol, et puis des éléments sur la surface qui est couverte à l'échelle du territoire. Donc, information dont vous ne disposez pas pour la Bassol. Et puis, donc, pour les types terres, c'était l'objet de cette présentation aussi, c'était de vous présenter ces outils qui permettent d'accompagner l'utilisateur dans le choix du sol. Donc, c'est des typologies qui sont complémentaires et voilà, dont les usages peuvent varier selon vos besoins. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite diapositive de synthèse hein, sur comment prioriser. La Bassol, de manière un peu évidente, si vous utilisez des outils d'aide à la décision ou modèles proposés par Arvalis, effectivement, la Bassol, vous êtes sûr que vous aurez les données d'entrée nécessaires. Si vous vous focalisez sur les sols de grande culture, c'est également probablement une bonne typologie à mobiliser. Et puis, si vous avez également besoin des principaux types, hein, ce n'est pas nécessairement de manière exhaustive, à l'échelle des anciennes régions. Pour les types terres, le premier point, ça va être vous assurer que les types terres existent sur le territoire d'étude, puisque comme je vous l'ai montré, actuellement, ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire national. L'avantage, par contre, c'est que vous avez des sols qui ne sont pas nécessairement limités aux sols principaux des grandes cultures. Donc, dans des projets multifilières, les types terres peuvent avoir tout à fait leur place. Également, donc, si vous avez besoin d'une diversité des sols qui est plus exhaustive sur le territoire, avec notamment des types de sols qui seraient moins, avec une surface moins importante, mais pour autant d'intérêt agronomique. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'un petit peu d'éléments de spatialisation, notamment sur les surfaces couvertes, et ou besoin d'accompagner l'utilisateur dans le choix des sols, les types terres disposent d'outils qui ne sont pas pour l'instant disponibles pour la Bassol. Alors, maintenant qu'on a vu les caractéristiques de chacune des typologies, je voulais vous parler de travaux en cours sur les correspondances entre les sols bas-sol et les types terres. Donc, c'est quelque chose qui a été commencé notamment dans la région Grand Est et qui est bien avancé, hein. Vous avez ici pour chacune des anciennes régions et ou départements du Grand Est, l'état d'avancement de ces correspondances. Et puis, je l'ai évoqué également dans le cadre du projet ID Type Terre, on a des correspondances qui ont été faites de manière assez limitée hein, dans d'autres départements pour lesquels vous avez une petite étoile sur cette carte à droite. Donc en termes de perspective, rapidement, je voulais vous parler de deux projets qui vont commencer. Alors tout d'abord avec une avancée sur
le développement de nouvelles typologies avec donc le projet CASDAR Diplodocus qui a été lauréat de l'appel à projet CASDAR 2025 sur le volet des démultiplication et qui va commencer donc en janvier 2026 et qui va permettre de réaliser de nouvelles typologies compléter en fait les 7 départements manquants de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est les départements que vous voyez en rouge sur cette carte. Ça va également permettre d'avancer pour 2 départements en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le Cantal et l'Ardèche. Et puis en Occitanie, également lancer l'initiative autour des types terres avec le département du Tarn et de l'Ariège. Donc, il y a également un travail sur les correspondances entre les sols bas-sols et les types terres qui est prévu dans le cadre du projet pour les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, le RMT Sol et Territoire a été agréé pour un nouvel exercice là, sur 2026-2030. Et donc, les activités autour du développement et de l'appropriation des types terres, notamment les outils que je vous ai présentés, va continuer. Donc là, l'idée, ça va être de dépasser un peu cette preuve de concept qui a été faite dans le cadre d'idées type terre et d'aller vers une mise en œuvre qui est beaucoup plus opérationnelle des outils. Et puis également une action autour des données sols à mobiliser dans les diagnostics agronomiques. Voilà un petit peu pour les perspectives. Donc, j'en ai fini de cette présentation. Alors, je vous ai mis un petit QR code là sur cette diapo pour, voilà, si vous voulez bien répondre au sondage, et je vous enverrai donc le support de cette présentation pour que vous puissiez vous y référer. Et comme je vous l'ai dit, donc, ce webinaire a été enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revisionner par ailleurs. Donc, on va passer maintenant aux questions que vous pourriez avoir. Je vais arrêter mon partage et je vais vous laisser voilà, prendre. Alors, je vois qu'il y a des questions possiblement dans le QR code, enfin dans le question-réponse. Ah oui, alors c'est Alain, quels sont les contributeurs du projet? Et pourquoi on ne peut pas valider, quoi. voilà, Parce que c'est important, là. Alors, je vais appuyer un peu là. mhm. Dans ce genre d'outils et de projets, ce qui est important aussi, c'est la fiabilité des données, tu le sais. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est un gros travail ou c'est parce qu'il en manque de spécialistes? Ou les deux? Alors, ben, c'est surtout le manque de temps, hein, soyons Ah, le clairs. temps, Ouais. d'accord. C'est Ouais. le temps disponible parce que c'est vrai que, bah, alors déjà, le temps d'élaboration des typologies est généralement un peu sous-évalué lors de la réalisation des projets. Les producteurs se rendent compte que c'est pas si évident que ça. Et en fait, ce qui pêche un peu aussi dans ces aspects validation, c'est aussi de prendre le temps de valider avec les acteurs du territoire les typologies telles qu'elles ont été proposées après discussion entre les agronomes et les pédologues, notamment pour cet aspect clé de détermination. On se rend compte qu'il y a des fois, dans la manière dont on formule les questions, on a l'impression que c'est compréhensible, etc. Et puis quand on met ça dans la main des conseillers ou des agriculteurs, on se rend compte que bah, non, ça parle pas du tout, quoi. Donc Hmm. ces allers-retours, ils sont très importants. Voilà, en fait, c'est surtout sur ces aspects-là, c'est valider avec les acteurs de terrain ce qui a été produit. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours. On manque souvent de temps, parce que c'est un peu des étapes qui arrivent plutôt en fin de projet généralement. Et c'est vrai que, ouais, au niveau du RMT, nous, on n'a pas le temps de faire une validation externe. Mais j'ai envie de dire que la première validation, elle doit se faire avec les acteurs du territoire, quoi. C'est vrai que si ça, c'est pas fait ou c'est pas assez fait, généralement, on se rend compte que quand on passe en utilisation plus opérationnelle, Parce que là, les oui, en acteurs, venir. c'est les conseillers de chambre, les agriculteurs, enfin les De- personnes de terrain, quoi. J'ai vu ouais. que la clé, parfois, on utilise des termes qui sont pas si faciles que ça.
Donc, Oui, alors là, voilà. dans l'outil que je vous ai montré, la petite vidéo, c'était vraiment une version préliminaire, donc ça avait été testé D'accord. plutôt sur Ok. l'utilisation des référentiels régionaux pédologiques. Mais effectivement, pour les territoires où il y a eu des tests un peu avancés avec différents groupes d'utilisateurs pour la clé de détermination, il y a eu plusieurs versions nécessaires parce qu'on s'est rendu compte que les premières formulations des questions n'étaient pas toujours assez compréhensibles, ou en tout cas les réponses proposées ne permettaient pas aux utilisateurs de choisir très facilement, quoi. Oui, Rémi? Oui, mais merci Laurent, très bien cette présentation, très claire. Juste une petite, oui, c'est suite à sur le même sujet de la validation, et puis, enfin, de l'utilisation des utilisateurs par les utilisateurs, dans quelle mesure ils s'y retrouvent. En fait, Mm. les clés de détermination, le cheminement que fait l'utilisateur, ça a été défini une fois pour toutes les régions, où il y a une clé qui est redéfinie à chaque fois, région par région, et donc il faudrait tester chacune avec les utilisateurs locaux. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, dans le cadre d'idées type Terre, on a essayé de faire des propositions sur les éléments à intégrer dans les clés de détermination, mais pour autant, chaque territoire va choisir un peu le format de l'arbre de décision. Et parce que, bon, à la fois, ça nous semblait important parce que c'est difficile, tu vois, de dire dans un territoire comme l'Isère versus, mettons, l'Indre, on va avoir les mêmes critères pour arriver à notre choix de type de sol. Donc, ça nous paraissait important quand même de garder potentiellement tu vois, une spécificité des territoires associés, donc, enfin, auxquels sont associées les typologies, mais en essayant de donner quand même un certain nombre de questions un peu clés auxquelles se raccrocher, qui nous semblaient enfin, un peu Commune à tous évidentes les. sur Ouais, l'ensemble des ouais. territoires à mobiliser pour arriver au choix des types terres. Donc, c'était notamment là ce sur quoi je n'ai pas trop pu vous montrer d'exemples, mais notamment sur les aides au choix, l'idée d'avoir des types d'aides un peu, enfin, qu'on puisse partager, quoi. Et donc, quand quelqu'un a fait une aide au choix sur les éléments grossiers, que ça puisse être réutilisé dans d'autres territoires. Donc, il y a cette volonté de pouvoir un peu mutualiser les efforts de chacun, mais en gardant une spécificité un peu particulière. Et donc, ça veut dire effectivement qu'il faut pouvoir valider dans chacun des territoires de manière individuelle. Et donc, essayer au maximum lors de ces tests aussi d'avoir des catégories d'acteurs un peu variées, donc aussi bien des conseillers agronomes que potentiellement des conseillers de COP, des agriculteurs, etc. Donc c'est vrai que les utilisateurs peuvent être variés, donc il ne faut pas oublier de les intégrer dans ces différentes phases de test pour s'assurer que le vocabulaire utilisé est pertinent, quoi. C'est, voilà. Hmm. C'est-à-dire que la création de la typologie, c'est une première étape, mais on se rend compte qu'après, il y a encore pas mal de travail qui intervient derrière. Et donc, pour potentiellement des versions itératives, en fait, hein, des clés de détermination, où on se rend compte qu'il y a une première version qui est proposée, un premier test qui est réalisé, du coup, des améliorations qui sont faites. Et puis, au fur et à mesure, on arrive vers quelque chose qui est un peu stabilisé. Mais là, notamment pour le cas des Deux-Sèvres et de la Vienne, je crois ils ont fait deux, trois versions avant d'arriver vers quelque chose qui leur semblait un peu stable et Hmm. qui donnait satisfaction en fait en termes d'utilisation par les utilisateurs. Je sais pas si ça répond à la Mhm. question. Ah oui, très bien. Ah oui. Mm. Oui, Émilie? Oui, merci pour cette présentation très complète. Moi, je découvre, donc je vais peut-être poser une question un peu
un peu, ou tu vas peut-être répéter des choses que tu as déjà dit, mais j'essaye du coup d'avoir un peu une idée claire sur les cas d'usage D'usage. concret de tout ce travail quand tout ça sera terminé, validé, etc. Mais l'idée, parce que je connais pas bien les outils, les OAD que tu as cités, je connais mieux AMG, mais peut-être que dans ces OAD, il y a un certain nombre de données pédo qu'on peut pas retrouver dans une analyse de sol. Est-ce que c'est ça le point de départ aussi? Ou est-ce que c'est pour venir en remplacement d'une analyse de sol absente, parce que ils en ont quand même souvent et on peut se baser en général là-dessus. Est-ce que c'est pour venir en complément de données qui sont absentes des analyses de sol, ou c'est plus pour des études macro, je sais pas, 4 pour 1000 ou des ABC-TER ou je ne sais quoi, où on fait des simulations, où on n'est pas en direct avec l'agriculteur, quoi. Alors oui, notamment dans ABCTR, hein, c'est un petit peu cette approche-là qui a été utilisée, donc c'est tout à fait un cas d'usage plausible. Après, c'est une très bonne question sur laquelle j'ai pas effectivement mis le doigt, mais les types terres, c'est un élément de contextualisation du contexte pédologique, en fait, hein. C'est ça, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu du type de sol pour pouvoir prendre une décision. Alors, il y a certains cas où ça remplacera pas l'analyse de terre. On est d'accord. S'il y a besoin de données précises pour le cas d'un modèle, je vous l'ai dit, en plus, là, dans le cas des tests qui ont été réalisés, les données matière organique qui peuvent être présentes dans les types terres, elles ne sont pas toujours représentatives, hein, du cas de la parcelle dans laquelle on va se trouver, puisque c'est quand même une donnée qui est pas mal sensible aux pratiques. Donc, ça va être pour avoir une idée du type de sol. Donc, une analyse de terre, ce sera jamais que sur la couche de surface. Si on a besoin notamment d'informations sur la profondeur du sol, ce genre de choses-là, c'est vrai que le type terre, ça peut donner une première approximation. Après, on est d'accord que dans le cas où on a besoin de données très précises, ça ne remplacera pas la nécessité de faire des sondages tarières, éventuellement même un profil pédologique et complété par une analyse de terre. C'est donc plutôt dans le cas, effectivement, où on a des modèles de conseil là, dans le cas d'Azofert, par exemple, c'est pour la fertilisation, le reliquat sorti d'hiver. Bon, bah, ils font des analyses de terre, mais ils ont quand même besoin d'une contextualisation un peu plus large du type de sol. Et donc, il y a un type de sol qui est affecté, en fait, pour compléter une analyse de terre et qui vient boucher un peu les trous sur les données qui ne sont pas mesurées, en fait. Et donc c'est un peu l'utilisation dans le cadre d'outils d'aide à la décision qui pourrait être fait des types terres, quoi. Donc on est d'accord que en étant basé sur les référentiels régionaux pédologiques, les données principales présentes dans les typologies type terre, ce sont les variables pérennes du sol. Donc, ce qui n'est pas normalement trop affecté par les pratiques, hein. C'est bien l'idée. Et donc là, l'analyse de terre peut venir en complément justement pour refléter plutôt les pratiques de l'agriculteur si c'est une donnée qui est essentielle pour le conseil derrière, quoi. Ok, Je ne sais pas si merci. ça répond. Ouais, ça va. Oui, très bien, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à... Oui, Rémi? Oui, du coup, je me reposais une question par rapport au support. Ouais. Le support sera forcément informatisé ou il y aura, alors je ne sais pas si c'est envisageable, mais je me dis pour un agriculteur, s'il doit aller, pendant qu'il remplit une fiche à offerte, s'il doit aller chercher sur son ordi si il est dans la bonne clé de sol, Mhm. c'est possible, enfin, est-ce que c'est envisagé d'avoir des supports un peu plus papier ou ce serait impossible Non, non, non. à Alors faire? après, en fait, on va dire que le plus long, c'est tu vois, de formaliser la clé de détermination. Dans le cadre du projet, c'est vrai enfin, tu vois, on a avancé un petit peu en parallèle avec le développement informatique et puis la réalisation des clés. Donc, il y a beaucoup de clés qui ont été testées sur le terrain en format papier, hein. Ça pose pas de problème a priori. Après,
c'est le fait être qu'il faut voilà, imprimer les fiches en avance, Oui, oui, plastifier quand d'accord. on est dehors. Voilà, mais c'est vrai que c'est des formats qui fonctionnent aussi très bien en interaction directe sur le terrain, hein. Il n'y a Hum, pas il y a pas de problème. Voilà, faut pouvoir imprimer les aides au choix pour pouvoir accompagner les questions. Mais c'est des choses qui ont été testées dans ces formats-là. Et donc, la partie informatisée n'est pas obligatoire, effectivement. ah oui, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Un petit peu le tour. Parce que j'avais regardé un petit peu dans ce que vous aviez pu. Alors attendez, je vais déjà vous mettre dans la conversation le lien là vers le formulaire. Ce sera fait. Hop. Voilà. Effectivement, est-ce que j'avais d'autres dans ce qui avait été listé lors de l'inscription? Alors, j'avais une question sur l'importance de la partie organique et biologique qui est à prendre en compte dans les essais et les données disponibles au niveau régional et national. Donc voilà, c'est un petit peu en... Je ne sais plus qui avait posé cette question-là, mais donc c'était un peu ce que j'ai déjà répondu pour la question d'Émilie, hein. Les types terres vont vous renseigner essentiellement sur ces caractéristiques pérennes, donc la granulométrie, la profondeur de sol, ce genre de choses. Donc tout ce qui est très dépendant des pratiques, comme peuvent l'être les composantes organiques et biologiques. Voilà, c'est pas quelque chose sur lesquels les types terres vont nécessairement vous apporter une réponse directe. Par contre, le type de sol est généralement important en termes de référencement, hein, de l'analyse que vous pourriez avoir aussi bien sur les composantes organiques ou biologiques. Euh, donc voilà, en termes de données disponibles, il y a des choses qui sont faites dans le cadre notamment des programmes du GISOL. Après, tout est question de l'échelle à laquelle vous avez besoin de la donnée, quoi. Donc généralement, je pense que pour ces informations-là, ça va être une analyse, hein. Il y aura pas vraiment d'alternative possible, sachant la sensibilité aux pratiques de ces deux composantes-là. Euh, voilà ce que j'avais noté moi dans les questions. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres éventuellement. Si c'est bon pour vous. Pour, Ah oui, Baptiste? Oui, une question pour bien comprendre. Donc, merci déjà pour la présentation. Donc, on a bien vu les régions où il y avait les types terres qui sont en cours de finalisation ou déjà finalisés. Et donc, Ouais. pour la partie clé de détermination, si j'ai bien compris, il y a deux régions pour lesquelles c'est OK. Enfin, en termes de délai ou de calendrier, Ouais. c'est prévu dans quelle autre région prochainement? Alors, pour Auvergne-Rhône-Alpes, je sais que donc pour l'Isère, il y avait une clé qui a été élaborée. La question de dans quelle mesure elle a été validée derrière, là, je vous avoue que j'ai pas trop d'éléments sur ces aspects-là. Mais ouais, en gros, là pour l'instant, les régions disponibles, on va dire, c'est Bretagne. Alors eux, ils ont une petite spécificité en Bretagne parce que la clé, elle utilise aussi une entrée géographique beaucoup plus précise. C'est-à-dire qu'il est possible de se géolocaliser et à partir de là, elle va déjà restreindre en fait le nombre de types de sols disponibles. Donc en fait,
c'est pas genre 5-6 clés de détermination à l'échelle du département ou de la région. Là, ça va être 200 clés, quoi, pour la région Bretagne. Mais du coup, des clés beaucoup plus courtes, parce que en fait, la position géographique permet de restreindre le monde des possibles. Donc ça, c'est une approche et donc une région dans laquelle c'est disponible, la région Bretagne. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, donc ça, voilà, c'est disponible pour les types terres qui sont actuellement disponibles et c'est quelque chose qui sera fait dans le cadre de Diplodocus, donc à échéance 2029. Il devrait y avoir alors, si je me souviens bien, dans le projet, la réalisation des clés de détermination était plutôt première partie du projet. Donc, je pense que 2028, il devrait y avoir à la fois les typologies et les clés de détermination associées. Et pour le Grand Est, il y avait une partie. Alors, pour la partie Alsace et Lorraine, je pense que les clés sont disponibles. Pour la partie Champagne-Ardenne, je ne sais pas dans quelle mesure c'est complètement validé. Et alors pour les Hauts-de-France, les types terres existent, mais à ma connaissance, parce qu'il y avait plusieurs structures qui étaient associées dans la création de ces types terres à l'échelle régionale. À ma connaissance, il n'y a pas eu de vocation des différentes structures de se lancer dans l'établissement d'une clé de détermination. Et donc là, je ne peux pas trop donner de calendrier sur. Je pense que ça peut être éventuellement quelque chose qui soit se fait à l'initiative des chambres d'agriculture, soit qui fait l'objet d'un financement par un projet qui permettrait enfin, voilà, sortir du temps pour pouvoir avancer sur ces choses-là. Mais là, je ne veux pas m'avancer sur un calendrier parce que j'en ai. Voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de velléité des structures partenaires d'avancer sur ce point-là rapidement, en tout cas. D'accord, merci. Est-ce que c'était sur une région en particulier ou c'était plus avoir une Non, vision pas spécialement. Oui, sur Bretagne, mm, j'avais vu sur le mm. site là, Ouais. qu'on pouvait visualiser facilement. Après, sur les autres régions, il n'y a pas, il y a pas un site où toutes les clés sont regroupées. Alors, c'est une des ambitions hein, qui était aussi au cœur d'idées type terre. C'était, alors je l'ai évoqué très rapidement en parlant de centralisation des fichiers UTT. Il y a bien cette volonté-là d'avoir un lieu de stockage central hein, pour l'ensemble des fichiers UTT, ce qui fait que quand un utilisateur dit je suis ici, ben, ça lui permet de mobiliser les unités type terre concernées, quoi. Euh, donc ça, c'est un peu dépendant pour autant des différents producteurs de type terre. Donc on a développé ces API là dans le cadre du projet ID type terre. Il y a un certain nombre de structures qui se sont lancés. Donc après, voilà, il faut à la fois dégager le temps pour saisir les clés de détermination dans l'outil. Et ensuite, après, c'est avoir un outil de visualisation, en fait, hein, en fait, mobiliser l'API dans un autre outil. Et donc, ça, malheureusement, je pense que ça va être un peu territorialisé, hein, en lien avec les structures qui ont porté le développement des types terres. Euh, donc là, a priori, il n'y a pas volonté d'avoir un peu ce qu'on peut retrouver effectivement sur sol de Bretagne, où il y aurait une carte de la France, on clique et puis ça dit, voilà, vous allez mobiliser le type terre de la région Grand Est, quoi. Ça fait pas partie des développements, en tout cas qui étaient prévus dans le cadre d'idées type terre, et là, les structures partenaires vont un peu se focaliser sur leur territoire en particulier. Donc, je sais que pour Grand Est, ce sera probablement sur
la plateforme Data Grand Est. Je pense que ce sera mobilisable. Voilà, on va essayer de centraliser au maximum les choses dans le cadre du RMT Sol et Territoire, mais malheureusement, c'est un peu des questions économiques et donc les investissements vont être en priorité, je pense, sur les plateformes régionalisées, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres questions? Oui, Rémi? Oui, du coup, je vais reposer par rapport à ce que tu disais. Si j'ai bien compris, tu parlais des Hauts-de-France, je crois, en disant qu'ils Oui. n'avaient pas voulu investir, ou sont un peu en attente, mais sur les clés de décision, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent avoir une typologie, quelque chose de construit à partir des référentiels pédologiques pour faire une typologie, disons, agronomique, mais qui n'ont pas fait l'étape finale de C'est déterminer ça. Les typologies existent. Le fichier unité type terre, on espère pouvoir le mettre à disposition là, sur le site du RMT en téléchargement. Donc, il y aura la liste des unités type terre, les couches qui les constituent et les variables associées. Mais cette partie accompagnement de l'utilisateur dans le choix de l'unité type terre via la clé de détermination n'est pas disponible pour l'instant. Et ça, c'est vrai que la construction de la clé de détermination, ça nous paraît important que ce soit les personnes qui ont produit la typologie qui la mettent en œuvre, parce que c'est vrai que ils ont une vision un peu générale des unités type terre, comment elles se situent aussi à l'échelle de la région. Donc c'est vrai que c'est plus facile, je pense, pour eux de réfléchir à la constitution de la clé de détermination. Donc pour l'instant, c'est un peu l'approche qui a été mise en œuvre, c'est-à-dire que les gens qui réalisent la typologie vont ensuite réaliser les clés de détermination. Et donc pour les Hauts-de-France, voilà, ils avaient un projet qui leur permettait d'avancer sur la construction des types terres, mais ils sont pas allés au-delà, quoi. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ben ouais, c'est ça, c'est une première brique, mais et du coup, on se rend compte que c'est pas suffisant en fait. La liste de sol, ça met toujours l'utilisateur un peu dans le même niveau d'indécision et que si on n'a pas des éléments pour pouvoir accompagner au choix, même si la liste de sol est réduite, on se rend compte qu'on ne résout pas la moitié de l'équation, quoi. Et donc, voilà, ça nous semblait un peu important d'avoir cet outil-là de clé de détermination, mais comme je disais, c'est quand même un travail assez conséquent et donc c'est toujours arriver à trouver le temps nécessaire pour le faire et puis du coup un peu de financement pour pouvoir justifier un peu ça, quoi. Mais après, bon, je vous encourage aussi à faire remonter les besoins. C'est vrai que si on arrive à faire pression un peu au niveau des producteurs de type terre en disant voilà, il y a des utilisateurs potentiels, bon, peut-être que ça peut aussi forcer la main pour essayer d'avancer sur ces questions-là, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir la typologie et pas de pouvoir aller plus loin, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre participation, pour vos différentes questions. Et puis voilà, je reste à votre disposition si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent un peu plus tard et ou dans le cadre de projets particuliers.